Salut! Aujourd'hui, Thomas, un ingénieur développeur tout juste diplômé, va nous raconter comment il a réussi à trouver un travail, un sponsor en Australie dans une startup. Alors son histoire est hyper intéressante, il va nous raconter ses démarches, puisqu'il a cherché dans le monde entier au départ, ce qui a échoué, et surtout ce qui a marché pour lui après ces différents échecs, et comment est-ce que sa vie a changé depuis qu'il est arrivé ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Gutiérrez, je suis un ingénieur centralien qui aide les autres ingénieurs à trouver du travail. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, likez-la, ça aide pour l'algorithme YouTube évidemment. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos et commentez si vous avez des questions que vous souhaitez que je lui pose ou pour les prochaines interviews des personnes, des profils que vous aimeriez que j'interviewe et donc avoir les vidéos et leurs conseils. Bon visionnage et à bientôt. En tout cas, merci Thomas de t'être joint à nous et d'avoir accepté de partager ton début d'expérience en Australie. Avec plaisir. Parce que tu es arrivé il y a un mois et demi donc chez Fluorosat. Est-ce que je le dis bien? Oui, c'est ça se prononce comme ça. Donc, prononciation est parfaite. Nickel. Donc tu es arrivé il y a un mois et demi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes... On va revenir sur tes recherches ensuite parce que tu as un parcours très intéressant à ce niveau-là. Tu n'as pas cherché uniquement en Australie. Mais dis-nous en plus un peu sur l'entreprise. Comment est-ce que tu les as rencontrés, trouvés et comment s'est passé le processus de recrutement? Alors, c'est Aurélia qui est venue vers moi par LinkedIn. Donc, une démarche habituelle, c'est le genre de comment ça s'appelle mince, je perds mes mots du coup. Il y a pas de souci. Pas de souci, on peut revenir. Ouais, Non, ok. ça sera Non, cool. mais c'est bon. Tu t'y vas. Ouais, du coup, la façon dont tu m'as contacté, c'est le genre de message qu'on a très régulièrement finalement en tant qu'ingénieur. Donc, on en reçoit 2, 3 par jour quand on est en mode ne me contactez pas. On en reçoit beaucoup plus quand on ouvre le truc c'est bon, vous pouvez me contacter. Donc, voilà, après, je sais plus pourquoi ton approche particulièrement m'avait marqué par rapport aux autres. Mais du coup, voilà, finalement, on a discuté un peu, on s'est parlé dans un entretien. Il me semble que c'était assez rapide, un quart d'heure, une demi-heure, par WhatsApp, uniquement audio. Et Toi, tu puis, étais en France à ce moment-là? j'étais en Angleterre, moi. Donc, je travaillais là-bas avant de venir ici. Et voilà, donc on a fait ça. Moi, c'était le midi, je pense, ou sûrement la matinée. Du coup, ça devait être la matinée et puis la soirée pour toi. Ouais, moi c'était la Donc soirée. c'était pour ça, ouais, du coup j'étais en Europe et puis j'ai postulé en Amérique du Nord et puis en Australie, à Singapour, dans d'autres endroits. On reviendra là-dessus un peu plus tard, mais du coup pour s'organiser au niveau des fuseaux horaires, c'était tout un challenge parce que je bossais en même temps, quoi, donc voilà. Et donc voilà, de fil en aiguille, ensuite tu m'as présenté à ta chef qui m'a ensuite présenté à Fluorosat. Donc j'ai rencontré le CTO de Fluorosat quelques fois, je pense que c'était 2, 3 fois, et ensuite la PDG, la CEO de Fluorosat. Et suite à ça, j'avais moi eu plusieurs offres de plusieurs entreprises, et puis j'avais besoin de confirmer mon choix. J'avais déjà Fluorosat en tête, mais je voulais confirmer, donc j'ai demandé un dernier entretien pour être bien sûr de moi, pour être sûr que c'était bien ce que je voulais, que je voulais aller là. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Il m'a envoyé le contrat par internet. Finalement, je les ai rencontrés en personne qu'une fois que j'ai déménagé ici. C'était un bon mois et demi après avoir signé le contrat finalement. Et voilà, donc j'ai déménagé, je suis venu ici. Je les ai rencontrés une fois ou deux avant de démarrer vraiment le boulot le lundi matin où c'était prévu. Mais voilà, globalement c'est comme ça que ça Tu s'est les avais passé. rencontrés du début à combien la de fin. fois sur le recrutement, sur le process recrutement? Parce que je crois que c'était par Skype que tu les avais Ouais, rencontrés. je sais plus le logiciel exactement, ça devait être WhatsApp je pense aussi. Ouais, mais Par tu- visio ouais, ou visio, par- ouais. Voilà, visio à chaque Ouais. fois. C'était en général en dehors des horaires de boulot, à la fois pour eux, pour moi logique du coup, mais pour eux aussi. Donc les week-ends souvent on a fait ça. Euh, voilà, on s'est rencontrés, je pense, 3 fois dans un premier temps avec le CTO qui s'appelle Juan. Ouais. Ensuite, une fois avec la CEO, Anastasia. Et puis une dernière fois avec Juan à ma demande du coup. Et pas le process RH, tu étais passé que par CTO et directement. Voilà, il y a pas de RH dans l'entreprise. Ouais. Vous êtes combien dans l'entreprise? On est une bonne vingtaine. Sydney, ça représente à peu près 10 personnes. Il y a 6 personnes et puis une qui va commencer en Ukraine, à Kiev. Parce que la directrice, la CEO est ukrainienne, et puis elle connaissait un ingénieur là-bas avec qui elle a cofondé l'entreprise au début. Puis du coup, l'équipe d'ingénierie était au début en Ukraine. Et puis ça, finalement, c'est sur les conseils des investisseurs, parce qu'on a eu plusieurs rounds d'investissement de gros groupes de capital, je ne sais plus comment ça s'appelle,
exactement. Venture des capitalist. VC, voilà, c'est ça, Mm. venture capitalist. Donc on a eu 2 gros rounds d'investissement qui ont du coup eu des gens qui sont venus dans le board de direction et qui ont dit finalement vous avez les clients qui sont en Australie, principalement Australie, États-Unis, avec le décalage horaire ça fait pas trop et puis ils parlent pas forcément un anglais parfait, les équipes qu'on a en Ukraine, du coup pour la communication c'est pas top. Il y a eu également le rachat d'une entreprise à Canberra, donc c'est là qu'est le reste de l'équipe. C'est 4 personnes à Canberra. Et voilà, du coup, avec cette équipe de Canberra, ça a rendu la communication encore plus compliquée. Et du coup, ces investisseurs ont dit là, c'est urgent de recruter un CTO et puis une équipe ici à Sydney pour aller avec le business et le business développement qui était ici, et puis le customer support qui était ici également. Donc voilà, ils ont recruté le CTO qui lui a recruté à peu près tout le monde. Il a démarré lui il y a 4 mois. Et puis c'est l'équipe tout jeune. Oui, l'équipe a changé du tout au tout, quoi. Il y a eu beaucoup de roulements, beaucoup de personnes qui sont parties ou de force. Donc il y en a qui sont partis d'eux-mêmes, il y en a qui ont été virés. Et puis du coup ce nouveau CTO a engagé une équipe from scratch quoi, pour construire quelque chose de nouveau. Donc en fait, pour situer un peu le contexte, l'entreprise elle a 3 ans. Donc ce qu'ils ont fait pour l'instant, l'équipe en Ukraine, c'était exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'ils ont construit quelque chose de rapide, qui fonctionne et qui va donner des résultats, qui va produire exactement ce que les clients veulent. Le problème, c'est que ça a été fait très rapidement. Donc c'est clairement ce qu'il faut faire si on veut que la boîte elle coule pas parce qu'elle n'a pas de produit au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Mais là, on entre dans une phase où il faut qu'on grossisse, quoi. Donc, dans cette phase-là, c'est pas forcément les mêmes pratiques, les mêmes mentalités. On change d'échelle et du coup, celui qui était directeur, qui était le CTO, il est maintenant directeur. Il a un poste différent, mais il est responsable de l'équipe qui est en Ukraine. Et puis, du coup, le CTO qui s'occupe de toute la partie, grossir, quoi. Grossir en recrutant des gens, en changeant la culture d'entreprise pour qu'on prévoie les choses pour qu'elles soient durables, stables, prêtes à grandir. Vous allez partir sur la même techno ou vous changez aussi de techno avec cet agrandissement? Quels outils vous utilisez Alors les technos, on va garder celles qui sont existantes. Pour le langage de programmation, on utilise Go pour le back-end, donc le serveur, et puis React pour le front-end. Donc ça, c'est des technos qui sont là pour rester, elles sont très bien, elles conviennent parfaitement. Après, on va rajouter des technos qui vont nous permettre de grossir, de pouvoir déployer notre code plus facilement pour qu'il soit visible par les utilisateurs. Il y a quelques mois, c'était encore fait, toutes les étapes étaient faites manuellement. On n'avait pas vraiment de processus, que ce soit culture ou outils, qui nous permettaient d'avoir ce code qui était testé, qui était déployé facilement. Et du coup, là, c'est le but actuel, la priorité numéro 2, on va dire. La priorité numéro 1, c'est de finir les produits qu'on a commencé qu'on doit livrer là pour décembre, qui vont permettre de rajouter des nouvelles fonctionnalités à l'interface de l'entreprise qui s'adresse. Je vais pouvoir présenter du coup aussi l'entreprise, j'en ai pas encore parlé, je vais pouvoir dire ce qu'elle fait. Mais du coup, voilà, c'est ces fonctionnalités qui vont être rajoutées a priori d'ici décembre à l'interface utilisateur. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'entreprise dans laquelle tu es arrivé, le contexte, comment ça marche un peu Fluorosa, qu'on puisse comprendre? Oui, alors Fluorosat, c'est une boîte qui prend de l'imagerie, notamment satellite, et qui va à partir de ces images calculer des données, calculer des indices qui vont ensuite être transformés en cartes qui vont être rendues aux agriculteurs. Donc c'est une boîte qui est dans l'agriculture. Ce qu'on va donner aux agriculteurs, c'est des informations sur leur champ, des informations géographiques. Donc on a les cartes Google Maps et puis on va rajouter une couche par-dessus. Donc en général, ça va être des couches de couleurs qui vont dire à tel endroit ça pousse bien, à tel endroit ça pousse pas bien, par exemple. D'autres indices peuvent être
le niveau de sécheresse, donc où est-ce que c'est sec, où est-ce que ça a été bien arrosé, ça va leur permettre derrière d'arroser aux bons endroits. Nos principaux clients, c'est des grosses exploitations, notamment aux États-Unis. Donc c'est à une telle échelle que ça devient difficile pour eux d'aller physiquement vérifier l'intégralité de leur champ. On parle de centaines d'hectares, de milliers d'hectares, des fois plus que ça. On arrive des fois aux millions de kilomètres carrés pour des fermes, quoi. Donc c'est des gros trucs. On m'avait donné l'exemple d'une de ces fermes-là qui prenait lui une semaine pour faire en voiture le tour de tous ses champs. Donc ça lui prenait une semaine entière à faire le tour. Donc on peut bien se rendre compte que c'est difficile d'avoir un aperçu de où sont nos récoltes. On ne peut pas se dire ouais, tel endroit c'est sec, c'est difficile de vérifier vraiment ce qui marche pas. Et du coup, par le satellite principal qu'on utilise passe tous les quelques jours. Ça va être entre tous les 2 et 5 jours en général qu'on va avoir une nouvelle image. Et du coup, ça permet d'avoir des informations déjà beaucoup plus précises que ce qu'on pourrait voir en visuel en passant à côté. C'est difficile de se rendre compte à l'œil nu si l'intégralité du champ, surtout au milieu, c'est bien arrosé. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de l'engrais qui n'a pas été bien répandu ou de l'eau qu'il faudrait rajouter ou des mauvaises herbes ou encore d'autres problèmes qu'il peut y avoir. Du coup, voilà, on a une image qui est très précise. Surtout par rapport à ce qu'on pourrait avoir visuellement, qui est automatisé, donc il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va tourner en rond avec sa voiture toutes les semaines pour avoir un petit aperçu rapide de ce qui se passe. Et puis surtout c'est régulier, quoi. On a ça tous les quelques jours, donc on sait que toutes les semaines on va avoir 2-3 nouvelles imageries qui vont arriver. Et ça avait été important pour toi le choix du secteur d'environnement dans lequel tu travailles, dans ton choix de venir en Australie ? Ça a été important, oui, relativement. Finalement, les seules boîtes que j'avais retenues, c'était pas un critère que je m'étais fixé au début. Et puis finalement, je me suis rendu compte que les boîtes me plaisaient beaucoup, justement par rapport à leurs produits et à ce qu'elles faisaient. Et je pensais pas à la base prendre ça comme critère numéro un, mais finalement, quand il y a plusieurs entreprises qui se ressemblent au niveau de leur façon de fonctionner, de leur état d'esprit, des managers, de comment ils fonctionnent, et puis de ce que je vais faire finalement dans ces boîtes-là. Il se trouve que finalement, le fait d'avoir un produit super intéressant, duquel on peut être fier, duquel on peut parler de notre entourage et puis raconter sur quoi on bosse, finalement ça joue, quoi. Ça joue. Ouais, donc du coup, ça a joué en phase finale pour toi dans un choix où tu avais des technos à peu près similaires, des environnements start-up aussi. Voilà, oui. Qu'est-ce que tu avais comme autre offre justement ? L'autre offre qui me plaisait beaucoup, c'était dans une start-up qui vise la 5G et le Edge. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais les plateformes de cloud telles que Amazon Web Services et Google, ils vont permettre à la demande aux développeurs de, en gros, créer des machines, créer des services très facilement. Et du coup, avec cet avènement de la 5G et puis de tous les objets connectés, il y a besoin d'avoir des plateformes. Toutes les entreprises qui vont cibler ça auront besoin de créer de l'infrastructure, et c'est des problèmes qui vont être répétés dans quasiment toutes les boîtes. Donc cette boîte-là, elle cherchait à faire une plateforme où les gens pourraient à la demande créer de l'infrastructure et puis utiliser des services et puis louer peut-être ce dont ils ont besoin, que ce soit matériel ou logiciel. Et c'est un projet très intéressant parce que c'est à la pointe de la technologie, c'est tout nouveau, puis l'équipe était super sympa aussi. C'était basé où ça ? Ça c'était à Londres, en plein cœur de Londres, à Piccadilly Circus. Leur bureau était très sympa d'ailleurs, mais bon, y a pas que, c'était pas un point important pour moi, l'emplacement ni les bureaux à quoi ils ressemblaient, quoi. Eux, tu avais été les voir en vrai alors justement ? Oui, du coup, comme j'étais en Angleterre, c'était 2 heures de train pour Londres, donc finalement c'était plus simple, quoi. J'ai fait mes premiers entretiens avec eux aussi à distance, et puis pour un entretien final, je suis allé sur place. Et du coup, ça t'a pas effrayé justement de te dire, en face j'ai des personnes que j'ai jamais vues, mais finalement je les vois
juste en visio et je me décide à partir en Australie, et l'autre où tu as un peu plus la sécurité parce que tu sais un peu plus à quoi t'attendre entre guillemets? Ouais, moi j'ai une personnalité un peu différente. Je sais que beaucoup de gens fonctionnent comme ça, mais moi c'est plutôt l'inverse. Finalement, l'inconnu, le changement, ça m'attire. Et pas une seule seconde, j'ai eu du stress ou de la pression ou de l'appréhension par rapport à ça. Dans tout le processus voilà, de les rencontrer, les contacter et puis déménager ici. Moi, ça s'est fait en douceur, on va dire. Quoi. Je me suis pas pris la tête, je me suis pas stressé et puis ça s'est très bien passé finalement. Donc l'expérience m'a porté raison, quoi, finalement. Donc, non, c'est très bien passé. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu la démarche en amont que tu as fait pour justement, tu avais un projet international, mais tu l'as dit tout à l'heure, donc assez large, avec déjà une expérience à Londres, du coup tu étais déjà parti de la France, mais jamais aussi loin qu'en Australie. Donc comment tu as organisé ta démarche pour chercher, et après comment tu as affiné justement vers ce choix final? Oui, comme tu as dit, moi je l'avais depuis en tête de partir à l'étranger. J'ai tout simplement pas postulé en France. Parce que je me suis dit, si je me laisse une porte de sortie, entre guillemets, une solution de secours si jamais je trouve pas, je vais pas me donner à fond. Et puis je vais prendre la solution de la facilité et puis trouver un poste en France. Donc j'ai commencé par chercher sur des offres, des sites d'offres d'emploi, notamment spécialisés. Moi j'avais cherché dans le domaine de la blockchain. Et puis des trucs spécialisés en Golang. Donc c'est le langage de programmation que j'utilise. C'est un aspect assez important finalement d'un boulot, ça va changer pas mal de choses derrière. Donc même si en général on est capable de passer d'un langage à l'autre relativement facilement, c'était quand même pour moi quelque chose d'assez important. Donc voilà, j'ai cherché sur ces sites d'emploi, j'ai pas vraiment spécifié de localisation. Ce que j'avais en tête comme ville, alors moi j'ai cherché un peu sur les sites qui comparaient les différents pays pour voir les niveaux de vie, les entreprises de tech, est-ce qu'elles étaient intéressantes dans ces pays-là, est-ce que les gens en étaient satisfaits, qu'est-ce que les expats français pensaient de ces pays-là. Donc ça simplement par des recherches Google et puis du bouche à oreille. Et donc j'avais postulé moi pour des boîtes à Toronto, Seattle, Sydney. J'avais postulé à Londres également, Barcelone, Singapour, et puis d'autres endroits en Europe, notamment Berlin, en Scandinavie, en Suisse. Suisse, j'avais demandé pour la partie allemande. Je parle pas un mot d'allemand d'ailleurs, donc j'aurais appris. Courageux. Oui, moi ça me fait pas peur, au contraire, le fait d'aller dans un endroit où je parle pas la langue. Ça aurait été, je pense, un peu plus difficile pour moi de trouver quelque chose, de vendre le fait que je parle pas allemand, mais je vais apprendre sur le tas, entre guillemets. C'est quelque chose qui moi, me tente, comme fait envie, m'attire. Mais voilà, je sais pas si ça aurait pu bien se passer. La partie suisse, le recrutement s'est fait en anglais à chaque fois, ça s'est assez mal passé. J'ai pas eu vraiment enfin, pas mal passé dans le sens où j'ai eu des mauvaises expériences, mais j'ai pas été recontacté, quoi. Du coup, pour en revenir à mes démarches, j'avais fait ça et j'ai pas eu tant de retours que ça. Et puis les entretiens que j'ai eus, finalement, c'était pas exactement ce que je recherchais, même si sur le papier, les boîtes avaient l'air de m'intéresser. Et puis inversement, les boîtes qui m'intéressaient un petit peu, mon profil avait pas l'air de leur plaire plus que ça, quoi. Donc c'était un peu. À peu près t'as envoyé sur ça, je pense, on va dire une bonne quarantaine. Voilà, après c'est pas des candidatures où j'avais juste posé le CV et puis Inch'Allah, quoi. J'avais recherché les entreprises un minimum, essayé de faire une présentation un peu plus personnalisée. Donc visiblement mon approche elle était pas bonne parce que je ciblais des entreprises qui en arrivant en entretien me correspondaient pas vraiment, et puis inversement mon profil leur plaisait pas. Donc j'ai changé d'approche. Je suis passé par des recruteurs externes, donc tous ceux qui me contactaient, jusque-là je disais non, j'ai commencé à dire oui à quelques-uns. Alors je pense que j'ai fait ça pour moins de 5, ça devait être 3 personnes à peu près où j'ai dit, où j'ai répondu de moi-même à des recruteurs. Je suis plutôt allé les chercher de moi-même. Donc je suis allé, j'ai cherché sur LinkedIn, recruteur Golang, tel endroit, ou alors sur Internet, et puis finalement j'ai trouvé. Et ça s'est beaucoup mieux passé avec cette approche-là pour moi. Alors je sais pas si c'était parce que j'avais
je me présentais pas bien, j'avais pas la bonne approche ou je sais pas. Mais du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui pouvait me conseiller et puis me présenter, faire une première introduction des entreprises, déjà, ça permettait de mieux cibler mes candidatures à des endroits où ça pouvait potentiellement marcher. Et puis, dans l'autre sens, présenter des entreprises qui pouvaient, moi, me plaire également. Donc, à ce niveau-là, ça s'est très bien passé avec quasiment tous les recruteurs externes à qui j'ai parlé. Ça devait être en tout entre 10 et 15. Chacun m'a présenté 2 entreprises, en gros. 2 entreprises, certains 3. Dans quel laps de temps? J'ai fait tout ça en 1 mois et demi à peu près. Donc c'était du coup comme j'avais différents fuseaux horaires et que je bossais en même temps, je faisais un premier entretien le matin, ensuite je rentrais un peu en urgence le midi pour faire une demi-heure d'entretien et puis après le soir en rentrant j'en faisais un autre. Donc le matin c'était la zone Australie, le midi c'était la zone Europe et puis le soir c'était les États-Unis parce que pour eux c'était le matin. Donc voilà, je me suis organisé comme ça. C'était un peu tendu. Si c'était à refaire, je pense que je ferais une pause, j'arrêterais de bosser et puis je ferais ça à plein temps. C'était c'était un peu compliqué quand même. C'est ce que tu me disais que c'était Voilà. quand même assez Finalement, sportif c'était assez sportif, même un peu stressant quoi, le fait de devoir speeder tout le temps, toujours à la minute près, manger en catastrophe le midi quand j'avais le temps de manger. Et puis voilà, je passais tout mon temps à ça, quoi. Le week-end, c'était préparer les candidatures, envoyer des nouvelles candidatures du samedi matin au dimanche soir. Et puis la semaine, c'était entretien dès que j'étais pas en train de bosser, quoi. Donc ouais, si c'était à refaire, je pense que je ferais ça plutôt en me posant, en prenant mon temps, en arrêtant de bosser. Surtout, j'avais un contrat français, du coup, j'avais droit au chômage. Donc j'aurais dû faire ça. Bon, ces derniers mois, je regrette pas non plus de l'avoir fait. Et puis j'ai trouvé une boîte qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je suis content de ma démarche. Voilà, je pense que ma démarche est pas mal maintenant. J'ai énormément changé entre le début où j'ai commencé à postuler, puis au bout d'1 mois et demi où j'avais beaucoup d'entretiens qui arrivaient plutôt en phase finale. Ce que j'ai fait aussi, c'est petit à petit, j'ai éliminé les boîtes quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de boîtes qui commençaient finalement à vouloir des entretiens, et puis que ça allait de plus en plus loin, toutes les boîtes qui me plaisaient un peu moins, j'ai éliminé petit à petit, quoi. Donc sur les peut-être 20-30 avec qui j'ai eu des entretiens qui commençaient plus qu'un simple premier entretien, puis plus rien, j'en ai éliminé une bonne partie. Il y en a qui m'ont éliminé aussi évidemment, mais voilà. Et puis après j'avais peut-être un groupe final de 5 boîtes, puis j'avais un feeling un peu moins bon avec les managers de 2 des boîtes, donc je les ai éliminés aussi, puis à la fin j'en avais 3. Et les 3 dernières, c'était les 3 étaient en Australie ou pas du tout? Non, donc il y en a une qui était à Londres pour le Edge Computing, puis en Australie, à Sydney, il y en avait 2. Ah, les 2 autres étaient à Sydney, ok. Voilà, et d'ailleurs les 2 CTO se connaissaient, donc c'était assez drôle. Mais Ils savaient que tu postulais pour les 2? Je sais plus, je crois que j'en avais parlé au détour d'un des entretiens. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris qu'ils se connaissaient. Après, voilà, je suis assez ouvert en général, donc je sais que c'est pas forcément toujours la chose à faire, surtout que j'avais été présenté par la même personne pour les 2 boîtes, par la même recruteuse externe pour les 2 boîtes. Et apparemment, c'est pas quelque chose qui se fait. Alors moi, je savais pas qu'on ne devait pas en parler, mais voilà, du coup, j'ai donné le poteau rose. Je connais plus l'expression exactement comment on dit ça en français avec le poteau rose, mais voilà. On a découvert le poteau rose. Ouais, du coup, ça n'a aucun sens, mon expression. Mais du coup, voilà, j'ai vendu la mèche, on va dire. Là, ça marche mieux. Donc, ouais, voilà. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais fait une étude sur un peu les différents niveaux de vie. Oui. Qu'est-ce que tu avais remarqué, toi, sur l'Australie qui avait pu te mettre dans les listes des pays sur lesquels tu voulais postuler? Dans la plupart des listes, tout ce qui ressortait, c'était Australie, Canada. C'était vraiment les 2 numéros 1, je pense, pour des Français. Il y avait la Suisse également et Singapour. La Suisse, ça me tentait un peu moins. Singapour, ça me tentait un peu moins. Je ne saurais pas dire pourquoi. C'était juste un ressenti personnel. Après, j'ai quand même postulé dans ces 2 pays-là, mais avec un peu moins de conviction, voilà, qu'ici. Les 2 sur ma liste, c'était Canada, Australie, vraiment.
Après, j'ai choisi ici parce que les offres étaient plus intéressantes, les boîtes étaient plus intéressantes. Et puis, bon, je regrette pas une seconde parce que ça se passe extrêmement bien ici, que ce soit dans l'entreprise, au boulot, puis même en dehors, quoi. La ville de Sydney, je la trouve géniale. Justement, donc sur la vie à Sydney, donc quand tu es arrivé, toi, les premières impressions que tu as eues sur le lifestyle, sur l'Australie Alors, vraiment la première réflexion que je me suis faite, c'est super vert. Il y a des oiseaux super bizarres qui chantent et j'ai l'impression d'être au milieu de la jungle. C'était vraiment la première chose que je me suis dit ici. Puis après, les maisons sont différentes, les voitures sont différentes, on sent vraiment qu'on est autre part. La végétation est complètement différente, il n'y a que des arbres la ville est très verte et toute la végétation est différente de ce qu'on peut voir en Europe. Du coup, c'est vraiment la première chose qui m'a surpris. Donc voilà, je me répète un peu, mais la ville est très verte. Moi, j'ai déménagé dans un quartier où il y a des arbres dans toutes les rues. C'est vraiment un truc qui est important pour moi, que je trouve génial. Je viens au travail à pied, ça me prend 10 minutes, et puis je marche au milieu des arbres, donc c'est vraiment quelque chose... c'est super, quoi. Et ça me plaît beaucoup pour ça. Après, sinon, l'ambiance... c'est sympa. Après, moi, comme j'habitais avant en Angleterre, j'avais un peu l'habitude déjà de la mentalité anglo-saxonne qu'on retrouve. Je retrouve cette mentalité ici, c'est, je pense, similaire quand même. Moi, j'étais pas à Londres, mais dans une petite ville au nord-ouest de l'Angleterre. Donc, c'était assez différent encore. C'est toujours différent dans une petite ville et dans une grande ville, surtout que Sydney est très multiculturel et puis il y a beaucoup d'expats, beaucoup d'étrangers. Donc ce que je ne retrouvais pas là où j'étais, où il y avait peut-être moins d'1% d'étrangers, j'étais un des seuls dans la ville où j'étais. Donc il y a cette partie-là qui est différente. Mais sinon, ouais, cette mentalité anglo-saxonne, c'est-à-dire des gens très, très accueillants dès le premier abord. C'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un qu'on n'a jamais vu, il va nous parler comme si c'était notre pote, quoi. Alors qu'en France, c'est un peu plus froid. C'est peut-être un peu exagéré de dire froid, mais en tout cas moins chaleureux quand on ne connaît pas quelqu'un, quoi. On va un peu juger les gens, un peu peut-être pas après, ouais si, un peu appréhender, je trouve, hein, en tout cas. C'est le ressenti que j'en ai. Ok. Ouais. Et sur une journée typique alors, parce que tu commences la journée, tu marches pendant 10 minutes au milieu des arbres, tu arrives au travail, même un peu avant, enfin, comment ça se passe pour toi une journée typique ici après ton arrivée? Moi je me lève assez tôt parce que le soleil se couche plus tôt et se lève plus tôt. Alors je sais pas comment, c'est une question de décalage horaire ou c'est pas calibré pareil par rapport au lever et au coucher du soleil, lever et coucher de soleil en Europe. En tout cas en France. Donc le soleil se couche assez tôt et se lève assez tôt. Donc j'ai décalé aussi mes horaires par rapport à ça. Donc voilà, je me lève tranquillement, je fais ma vie, quoi. Je me prépare tranquillement et puis quand je suis prêt à partir au travail, j'y vais. Alors on n'a pas d'horaire imposé. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les boîtes. En tout cas dans ma boîte c'est comme ça. On vient un peu quand on le sent. L'horaire général c'est 9h. Donc la plupart des gens arrivent un peu avant 9h, il y en a qui arrivent à 9h30. Voilà, c'est assez libre. Pareil, on termine en général vers 17h30, des fois un peu plus tard. Mais encore une fois, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc je ne sais pas si c'est propre à l'Australie ou si c'est propre à ma boîte, parce que j'ai travaillé que dans une boîte ici. C'est ma première boîte ici, donc j'ai pas encore d'avis général sur la question. Mais voilà, ça c'est assez agréable. Et puis... concernant le travail en lui-même, là on est dans un contexte assez particulier où on a plusieurs produits à livrer assez rapidement, donc on a un peu la pression des délais à ce niveau-là. Alors on a uniquement la pression des délais, on n'a pas la pression des chefs qui vont nous dire t'as pas fait ça, qui vont nous fliquer ou qui vont être derrière notre dos à nous pousser ou à voir où on en est, quoi. Vraiment, on sait ce qu'on a à faire et puis... on est des adultes, quoi, donc ils nous laissent libres, voilà, ils nous font confiance, c'est exactement le mot. Ils nous font confiance, ils savent qu'on va faire ce qui est nécessaire pour que la boîte elle avance et puis pour faire avancer les choses, quoi.
Et donc tu vas avoir cette pression des délais, tu vas terminer plus ou moins tard. Et une fois que tu as fini ta journée, est-ce que tu vas faire comme les Australiens, tu vas partir au sport, ou comment est-ce que en général, tu aimes bien finir, tu vas voir des amis dans un bar, comment est-ce que ça se passe la fin de la journée en Australie? Alors, j'ai eu pas mal de trucs ces dernières semaines, donc finalement, oui, je suis sorti un peu après le boulot. Je me suis réinscrit à la salle de sport après avoir arrêté justement pour chercher un boulot, parce que ça me prenait tout mon temps, du coup j'avais arrêté, donc j'y retourne là depuis que j'ai déménagé ici, donc peut-être 2-3 fois par semaine. Euh, Ensuite, il y a beaucoup d'Australiens qui vont à la plage, notamment après le boulot. C'est quelque chose de très commun ici. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. J'y suis allé pour visiter. Alors, c'est vraiment super beau. Il y a des endroits que j'aime beaucoup, notamment Manly, qui est magnifique, qui est une presqu'île au nord de Sydney. Sinon, j'utilise l'application Meetup pour aller à comment dire, des événements. Des événements soit techniques, donc en rapport avec mon boulot, en rapport avec des choses qui m'intéressent dans la technique, ou j'aime beaucoup les jeux de société, donc je me suis inscrit à des meet-ups de jeux de société, donc bon, je suis allé là-bas, les gens sont super accueillants aussi. Donc ça se passe les jeudis soirs, donc tous les jeudis soirs où j'étais libre, je suis allé là-bas. Euh, bon, pour expliquer rapidement comment ça se passe, on arrive sur place et les gens du meet-up ont loué une salle. Et puis on s'assoit à la première table de libre où il y a des gens qui cherchent des joueurs. Et puis voilà, on démarre, on joue pendant 3 heures et puis terminé, quoi. C'est Donc, cool. Et ils ont les mêmes jeux qu'en France? Ils ont relativement les mêmes jeux qu'en France. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'est arrivé, c'est que j'ai joué à un des jeux et on avait les règles en français et les règles en anglais. Et il se trouve que les règles étaient différentes dans les deux. Donc il y avait, je pense qu'il y a bien s'entendre au il y jeu. a eu 2 versions successives du jeu. Et puis du coup, comme on n'avait qu'un seul exemplaire des règles en anglais, et puis on était plusieurs à les lire en même temps, et moi j'ai pris l'exemplaire français parce que je parle français. Et voilà, du coup j'avais compris une des règles. Et puis après vérification, c'est bien différent dans les deux niveaux, quoi. Donc bon, là c'est une petite Tu anecdote. t'es fait avoir. Faut faire attention. En plus, oui, je me suis fait avoir. Ça aurait pu être dans l'autre sens. J'aurais pu tricher et faire un truc qui n'était pas La règle autorisé. était pas Mais en ta non, du défaveur. coup, c'était un truc qui était en ma défaveur. C'était pas autorisé dans la règle française alors que c'était autorisé dans la règle anglaise. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Je lirai les règles anglaises. Donc, ne jamais lire les règles françaises quand Très on bien. joue aux jeux de société. Voilà, c'est la morale. La meet-up, c'est un bon moyen de rencontrer des gens du coup quand tu arrives. Oui, voilà. Après, en général, c'est pas là que j'ai rencontré des amis, des gens que je vais revoir régulièrement en dehors de ces groupes de meet-up. C'est des gens que je vais revoir dans les meet-up régulièrement. Mais en général, pour moi, ça s'est arrêté là. Là où j'ai retrouvé des gens que je vais fréquenter derrière, en général, c'est par le sport ou les activités. Typiquement, il y a un de mes collègues de boulot qui va m'inviter à tel endroit, aller boire un verre, aller jouer au foot, aller faire je sais pas quoi, une activité à l'extérieur, aller visiter, je sais pas, aller prendre le bateau pour aller voir les baleines. Voilà, typiquement ce genre d'activité. Et puis ils ramènent également des amis à eux. Et puis petit à petit, on peut se faire un cercle d'amis comme ça. Donc ça s'est plus fait voilà, par des amis communs, par des amis de collègues ou des amis de gens que je connais déjà, ou des amis de mes colocs par exemple, parce que j'ai eu en colocation. Donc voilà, c'est plus comme ça que ça s'est passé pour moi. Plutôt que, on va dire, des parfaits étrangers par les groupes de meet-up. Ça peut être le cas, je pense, hein, ça peut très bien se passer. Après, ça doit dépendre aussi des personnalités. Je suis un peu timide, je vais pas forcément vers les gens, peut-être pas timide mais réservé. Je vais pas forcément vers les gens de moi-même, donc c'est peut-être pour ça marche certainement pour d'autres personnes que moi. Donc voilà. Et pour en revenir, ça n'a aucun rapport, mais pour en revenir à la journée typique, le midi, on va régulièrement manger ensemble. Donc il y a un café qui est juste en bas là, dans le bâtiment de l'incubateur où on est. Donc la boîte est dans un incubateur où il y a plein de startups dans le même bâtiment. Et puis il y a un espace commun pour pouvoir manger en bas. Donc en général, la plupart des gens de ma boîte ramènent leur propre nourriture et puis on va manger ensemble à l'extérieur. Donc c'est super sympa, il fait beau, il fait chaud. Le soleil tape un peu quand même, donc avec une peau fragile comme la mienne, je suis obligé de mettre mon écran total tous les midis. Pour aller manger. Ah ouais, parce qu'en 5-10 minutes, je suis tout rouge quand je commence à cramer déjà. Et ouais.
Et voilà, du coup, je suis obligé de mettre ma crème solaire tous les jours. Ça te change du soleil de Londres, du coup, pour le coup. Le quoi? Ça te change du soleil de l'Angleterre, du coup. Le quoi de l'Angleterre? Non, il n'y a pas là-bas. Ouais. Ils ne connaissent pas. T'as raison. À Manchester, c'est la plus grosse ville à côté de la ville la plus proche. Ouais. Ils ont entre 20 et 25 jours de pluie par mois. Donc c'est plus que ce qu'on a, je pense, à Montpellier par an. Et sûrement ici, je ne sais pas combien il y a exactement ici à Sydney, mais ça doit être à peu près ce qu'on a par an aussi, je pense. Donc ouais, c'est quelque chose, on ne le voit pas trop. J'ai l'impression de commencer mon été ici, comme forcément les saisons sont inversées. J'ai un peu eu l'impression d'avoir fait un hiver en France, puis après une sorte d'hiver, début de printemps au plein mois d'août en Angleterre, et puis après commencer à faire enfin un été ici, quoi. Donc voilà, il fait pas si chaud que ça, enfin il fait bon, quoi, il fait chaud, surtout que le soleil tape très fort, j'ai trouvé. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose, donc je pense que... c'est chaud, non? Ouais, on est resté dedans du coup, donc d'habitude on va manger dehors, et quand on voit la météo qui va faire 35 degrés, ben, on reste calmement à l'intérieur. Il peut faire très chaud. Voilà. Voilà, bah, j'ai pas encore Ça vécu va d'été venir. ici, donc c'est ça. La prochaine fois qu'on se parlera, tu vas dire ah oui, il fait très chaud. Voilà, Ouais. l'été. Ouais. Comment ça va arriver. Voilà, bah, du coup, en regardant un peu les températures sur l'année, ça avait l'air à peu près similaire à Montpellier, peut-être un peu plus chaud. Bon, je verrai. On défend la ville de Montpellier à fond. Non, c'est juste pour Non, avoir non, un point non. de comparaison, parce Ouais, que c'est bon, absolument. c'est là que j'ai grandi, c'est là que je viens, c'est là que j'ai passé la plupart de ma vie, donc c'est ce qui est le plus facile pour moi comme point de comparaison, quoi. Voilà, du coup, sinon, à part ces moments, le jour de la semaine, on va manger ensemble, on peut faire une sortie en général. Le vendredi, on va faire un resto ensemble, donc c'est sympa. C'est vraiment cool. Voilà. Après, pour comparer ça avec la journée typique française, dans toutes les boîtes où j'ai fait, le midi, on avait nos 2 heures de pause pour manger en France. Ici, c'est plus une demi-heure, quoi. Donc on va démarrer un peu plus tard, on va finir un peu plus tôt. On prend pas de pause à part la pause midi d'une demi-heure. Et puis on avance, et puis une fois que c'est fini, on part, quoi. C'est pas étonnant de voir quelqu'un partir à 4h30, 5h, s'ils ont fini leur boulot. S'ils se sentent de partir, ou si simplement ils ont quelque chose à faire, et ben, ils vont partir plus tôt ou arriver plus tard le lendemain, ou voilà. C'est pas mal vu, tu veux dire, Pas du ça tout, fait pas du partie tout. de la Pas du tout, routine. s'il y a quelqu'un qui part, on va pas lui dire ah t'as pris ton après-midi, comme ça a été à chaque fois le cas en France. Dès qu'il y a quelqu'un qui part avant 18h30, on lui demande s'il a pris son après-midi, quoi. C'est l'expérience que j'ai eue dans toutes les boîtes où j'étais en France. Je dis toutes, j'ai travaillé dans 4 boîtes, je pense, mais c'était à chaque fois la même mentalité, quoi. Et puis la même chose, c'est-à-dire qu'on arrive relativement tôt, on prend des pauses assez régulièrement, la pause café, puis la pause clope, puis la pause ceci, puis la pause cela, les 2 heures pour manger le midi, et puis après on termine par contre à 19h si ce n'est plus, quoi. 19h, 19h30, des fois plus tard. Donc ça a été, oui, c'est sûrement la plus grosse différence pour moi d'organisation entre la France et puis les pays anglo-saxons, donc l'Angleterre et puis l'Australie. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du coup, je reviens un peu en arrière, mais sur ton parcours au départ, puisque tu as fait une école d'ingénieur, est-ce que tu as fait avant d'arriver à l'Australie? Alors du coup, ouais, j'ai un master, je viens d'avoir la confirmation là que c'est bon, j'ai bien mon Félicitations. J'ai bien mon diplôme cette semaine. Je suis recrutée. Voilà. Ce qui est important d'ailleurs, parce que pour être sponsorisé en Australie, il faut avoir le diplôme, sinon ça ne marche pas. Donc là, je fais une parenthèse juste qu'on n'en a pas parlé au tout début, et on reviendra sur les diplômes ensuite. Enfin, sur ce que tu as fait comme expérience avant. Ouais. Là, tu vas être sponsorisé, tu es en Working Holiday Visa maintenant, ça se passe comment? Voilà, donc je suis venu en Working Holiday Visa, donc je peux travailler jusqu'à 6 mois pour la même entreprise. Et ensuite, on va, forcément, si je conviens à l'entreprise, si ça me plaît, s'ils sont satisfaits de moi ici, au bout d'ici 1 ou 2 mois, c'est-à-dire 2-3 mois avant la fin de la période réglementaire, c'est-à-dire les 6 mois pour lesquels on peut travailler pour la même entreprise, on va commencer à faire les démarches tranquillement pour avoir le visa de travail. Ouais, ok, très clair.
Pour en revenir à mon expérience, donc j'ai un master que j'ai mis quelques années à finir finalement. Moi j'ai passé mon bac en 2010. J'ai commencé par aller dans une école d'ingénieur, mais dans les premières années, pour passer un BTS. Pour le BTS, j'ai fait 2 stages, donc ça a été mes 2 premières expériences professionnelles. Ça a confirmé pour moi le fait que je voulais travailler dans ce secteur, dans l'informatique. Je savais depuis un moment que c'était quelque chose qui me plaisait plus ou moins, c'était pas bien clair, et puis le fait de faire mes premiers stages, qui étaient dans le développement pur et dur, ça a confirmé que ça me plaisait. Ensuite, j'ai eu une période où j'ai été malade, j'ai eu des problèmes personnels, j'ai dû pendant 2 ans rester cloué au lit, ça m'a un peu freiné. Et puis ensuite j'ai repris en partant à la fac. Donc à la fac j'ai fait une licence. C'était une expérience assez différente. L'école où j'étais, c'était très dans le concret, dans le monde de l'entreprise, avec notamment ces stages, et puis tout était orienté vers on veut avoir des gens productifs. Et la fac, c'était assez différent. C'était plus dans la théorie la théorie, pardon, l'optimisation, le fait d'avoir le truc parfait, même si en 1 an et demi, on produit rien de précis, rien de concret. Et puis pareil, on était très encadré dans ma première école, et puis à la fac, on était libre de nos choix, on faisait ce qu'on voulait. Mais évidemment, on avait les évaluations à la fin, mais on avait beaucoup plus de liberté, et puis on devait du coup beaucoup plus se prendre en main. Donc les deux expériences étaient pour moi assez complémentaires finalement. J'ai appris beaucoup de choses à la fac que j'ai pas appris à l'école, mais malgré tout l'école me plaisait bien. Du coup je suis revenu pour continuer mes études et puis faire un master dans cette école-là, en alternance. Donc l'alternance pour moi c'était un rythme de 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école pour la première année, puis ensuite 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école pour la seconde année. Et puis toutes les vacances scolaires étaient en entreprise également. Oui, donc intense quand même. Après, on était le statut contrat de professionnalisation est relativement équivalent au statut d'un CDD. Donc on a les congés payés à peu près équivalents à ceux d'un CDD. Moi j'avais 25 jours par an, je pense que c'est la norme. Donc finalement j'avais ça quand même. Donc voilà, puis donc j'ai fait mon alternance dans une entreprise internationale mais française. Donc c'est un groupe français qui s'est étendu dans tous les pays du monde quasiment, qui fait des revêtements de sol. Donc le principal, ça s'appelle Gerflor. C'est relativement connu, en tout cas pour ceux qui connaissent le revêtement de sol. On est le leader français d'ailleurs. Et puis troisième au niveau, on était, du coup vu que je ne fais plus partie de cette entreprise-là. Mais voilà, premier français, puis troisième mondial, avec du coup un peu des filiales ou des entreprises rachetées ou des usines un peu dans tous les pays du monde. Donc ça a été donc les 6 derniers mois de cette alternance se passent intégralement en entreprise. Donc j'ai fait un peu du lobbying pendant 2 ans pour réussir à partir à l'étranger. C'était mon but depuis le début. Régulièrement, toutes les semaines, j'en parlais à mon manager jusqu'à ce que ça passe au bout d'un moment. Puis au bout d'un moment, ils ont dit bon, c'est bon, on t'y envoie. Et voilà, ils m'ont dit tu pars en Angleterre. Voilà, donc c'était une entreprise qui avait été rachetée très récemment, en 2015. Donc c'était une ambiance totalement différente également. Et puis voilà, un boulot totalement différent, enfin ça n'avait rien à voir finalement. C'était dans le même groupe, mais complètement une expérience complètement différente. Avec la différence de culture, la différence de langue évidemment. Voilà, il n'y avait rien à voir du tout, quoi. Pour être tout à fait honnête, niveau professionnel, j'ai pas appris grand chose, c'était pas très intéressant. Je faisais du support informatique pour à peu près un quart de mon temps, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas vraiment. Il fallait que je le fasse. Puis le reste des 3 quarts, c'était pas toujours intéressant. J'ai eu un projet très sympa, on travaille dans les usines avec un ingénieur de production. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai quand même eu quelque chose qui m'a motivé et qui m'a quand même apporté.
Voilà, malgré tout, moi, mon but c'était de partir, quelles que soient les conditions. Donc voilà, ils m'ont dit tu vas là, par contre, voilà, ton boulot il sera différent, quoi. Sous-entendu, il sera pas intéressant. Donc j'ai dit bah tant pis, hein, j'ai envie d'y aller. Et de toute façon, c'était que pour 6 mois. Donc ça a été une super expérience par contre pour découvrir une culture différente. Dans le nord-ouest de l'Angleterre, ils sont super accueillants, mais c'est vraiment génial, quoi. Et, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, il te parle comme s'il te connaissait depuis 15 ans, quoi. Tu croises dans la rue, un commerçant, ton voisin, n'importe qui, tout le monde est super sympa. Là où ça a été vraiment un gros point positif pour moi, c'était la langue anglaise. Donc j'avais un niveau correct, on va dire. Pour un Français, on n'a pas une très bonne réputation, et à raison en général. Donc j'avais un niveau correct. J'avais jamais eu vraiment l'occasion de pratiquer la langue plus que ça. Donc je comprenais très bien. Mais je parlais, voilà, j'hésitais un peu. À chaque fois que j'essayais de formuler une phrase, voilà, j'étais en galère, quoi. Du coup, cette expérience de 6 mois, ça a tout changé. Au bout de 3 mois, je pouvais parler anglais sans vraiment avoir besoin de faire la traduction dans ma tête ou de réfléchir à ce que j'allais dire ou quoi. Voilà, ça sortait, quoi. J'avais quelque chose à dire, je suis capable de le dire en anglais. Et ça a été primordial pour moi parce que je pense pas que j'aurais réussi mes entretiens aussi bien sans avoir cette pratique avant. Ça se serait sans doute passé correctement quand même, mais ça a été un plus pour moi de faire une première expérience à l'étranger avant d'enchaîner sur un poste en arrivant de l'extérieur. Comme j'étais arrivé de l'intérieur dans cette boîte-là, c'était plus simple pour moi, quoi. Ok. Et après, tu es directement venu de Manchester jusqu'à Sydney. Voilà, alors je suis passé vite fait par la France pour régler les derniers trucs à régler, gérer mes affaires, vendre ce que je pouvais vendre, donner le reste, dire au revoir à tout le monde, à mes amis, à ma famille. Puis après, je suis parti ici, je suis rentré un peu moins de 3 semaines en France, donc c'était relativement court quand même. Mais bon, après, voilà, je savais depuis longtemps que j'allais partir. Ça faisait déjà un moment que j'étais à l'étranger, puis je vais rentrer moi bientôt là. À Noël. À Noël. Je pense que je vais rentrer un peu avant, puis repartir un peu après. Je sais pas combien de temps exactement je vais rester, mais voilà, ça va me permettre de les voir aussi. Donc bon, ça se passe bien. Et tout à l'heure, tu disais que tu comparais le niveau de vie là, par rapport au poste que tu as aujourd'hui, avec si tu compares avec ton salaire, tu vis aussi en colocation, tu nous as dit. Est-ce que tu vis mieux qu'en France, différemment? Comment est-ce que tu... Oui, le niveau de vie est très différent. Je pense que c'est à peu près du simple au double, concrètement pour moi. Ouais. En retirant en retirant les impôts, les dépenses, le logement, même en retirant les dépenses quotidiennes, on va dire, c'est-à-dire les courses, la nourriture basique, etc. Je pense que c'est du simple au double après, largement. La différence que j'ai de salaire, d'argent de poche, quoi, on va dire, entre guillemets, que je peux utiliser pour ce que je veux, quoi. Donc ça a été une des raisons pour laquelle l'Australie me plaisait aussi, quoi. Pour moi, le niveau de vie était à peu près similaire ici et à Londres. Dans les offres que j'ai eues, en comparant un peu les coûts de la vie, tout ça. Par contre, comparé aux autres pays d'Europe, notamment l'Espagne, j'avais postulé à Barcelone. Là, c'était les salaires sont assez bas, plus bas qu'en France, à Barcelone, et en plus, le coût de la vie est plus élevé. Donc, globalement, ici, on s'en sort très très bien, quoi. Ok. T'as d'autres questions? Moi, ça me paraît très bien. T'as été super, t'as abordé énormément de sujets. Ouais, on a fait un grand tour. Ouais. Il y a plein de choses où je me dis que ça peut être super intéressant de se revoir dans 3, 4, 6 mois Pour pour avoir avoir le retour d'après en mode bon, alors t'as dit ça, mais maintenant, qu'est-ce que la chaleur, qu'est-ce qu'on en dit? Voilà, au milieu de l'été, ça va être autre chose. Et encore, moi j'ai trouvé que l'année dernière c'était pas un fou. Non, mais c'est surtout les giboulées à l'australienne qui font. C'est-à-dire il y a des moments où la température monte, ça devient de plus en plus humide, ça pète, il pleut pendant gros orages. 6 heures, 12 heures, il peut pleuvoir pendant 2-3 jours des fois, mais c'est rare, c'est plutôt
12 heures. Mais quand il pleut. Et après, ça revient frais, il fait à nouveau 20 pendant 1-2 jours, ça remonte 23, 24, 25, 30, 32, 38. Ouais. Et ça te fait un sorte de cycle sur 3-4 jours assez bizarre. Tu dis alors, faut pas que ça touche sur le week-end. Ouais, tu fais les calculs. Ouais. Ça tombe le bon vent, je vois. Ouais, je pense qu'on a pas mal d'infos là, je réfléchis Ah, moi, sur nickel. l'intégration, sur avant, sur le salaire, sur la boîte, sur tout le... Ouais, t'as donné pas mal de conseils aussi à ceux qui... Je voulais te poser la question, mais finalement ça s'est fait naturellement, mais sur quand tu arrives, t'as donné des conseils aussi sur ta démarche de recherche, tu l'aurais fait différemment et tout, donc ça c'était bien aussi. Ouais, ouais, je sais pas, limite le logement, moi ce que j'ai galéré c'est le téléphone et le compte en banque. Ah ouais Qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas on peut pas avoir un compte en banque tant qu'on n'a pas une résidence locale. Tant qu'on n'est pas sur place en tout cas. Oui. Certaines banques veulent également une résidence locale. Donc je suis allé moi dans une banque qui demandait pas ça, qui demandait juste d'être présent sur place. Donc je l'ai fait après être arrivé. J'aurais bien aimé en fait gérer ça depuis la France quoi. Ou même encore avant depuis l'Angleterre. En tout cas gérer ça à distance, avoir mon numéro de téléphone, mon adresse, mon compte en banque à l'avance. Et ça j'ai pas pu du coup. Pour les comptes en banque il fallait une adresse locale. Et pour le téléphone, livre logiquement qu'en Australie la carte SIM, ça à la limite ça peut se comprendre. Et du coup j'avais fait livrer moi ma carte bleue et ma carte SIM ici, et puis j'ai jamais reçu la carte bleue, pas de nouvelles. Du coup j'ai demandé de renvoyer, ils l'ont renvoyé, j'ai toujours pas reçu, donc ça fait 1 mois et demi. Donc entre temps, au bout de 2 semaines, je suis allé voir une autre banque et puis j'ai pris un autre compte autre part. Et voilà, du coup j'ai mon compte en banque chez ING, qui est mieux que Westpac. Voilà, pour ne pas citer les noms. Voilà. J'ai Westpac, c'est très bien passé, donc après ça dépend des cas. Ils n'ont pas trop aimé envoyer ici, en tout cas, si vous êtes dans ce même incubateur, faut pas prendre cette adresse-là. Ils n'aiment pas cette adresse-là. Voilà, si vous êtes autre part, ça devrait aller. Non, mais voilà. Puis sinon, la coloc... Quand tu as trouvé le logement? Voilà, moi j'avais déjà mon boulot, du coup c'était très simple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'abord et qui cherchent un boulot ensuite. Donc on ne sait pas forcément où se positionner. Moi j'ai juste cherché autour, j'ai marché dans la ville à pied, dans tous les quartiers possibles et imaginables, à une distance raisonnable. Une demi-heure en comptant les transports je m'étais donné. Du coup voilà, j'ai fait un stage d'une demi-heure, j'ai regardé partout, je me suis dit ce quartier il me plaît bien, ce quartier pourquoi pas en second choix. Une fois que j'avais ça, je suis allé sur internet, il y a plusieurs sites, je crois qu'il y a un groupe Facebook que j'ai pas utilisé qui permet de trouver des colocs. J'avais commencé moi 2 semaines en Airbnb pour pouvoir justement faire cette visite initiale à pied, pouvoir repérer un peu les lieux. C'est difficile de s'en rendre compte, que ce soit par les avis des autres ou par des photos ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est assez difficile de se faire un avis, alors qu'une fois qu'on est sur place, rien que le fait de marcher dans un quartier, on se dit ouais là j'ai envie d'habiter ici, ou ouais non celui-là non pas trop quoi. Et voilà, du coup il y a des sites, donc j'ai répondu à des annonces, j'ai dû visiter pas tant que ça, entre 5 et 10 colocs, et puis la première qui m'a plu, qui était pas trop chère, bien placée, à 10 minutes d'ici. Voilà, j'ai pris. Moi, mes critères, c'était une cuisine sympa, donc relativement bien équipée, relativement propre, et puis un lit confortable. Voilà, c'est 2 critères que j'avais, c'était tout. Et du coup, j'ai trouvé un truc pas trop cher pour le coin, c'est-à-dire que je paye $270 par semaine. T'as ta propre chambre? Oui. Ouais. Donc c'est puis surtout en étant si proche du boulot. Voilà, la coloc qui est pas parfaite. Voilà, le bâtiment est un peu vieillot. C'est un peu c'est pas entretenu autant que ça pourrait l'être pour faire un peu de politiquement correct. Mais ça reste très correct. Et puis j'ai les 2 trucs que je veux, c'est-à-dire un lit confortable et puis une cuisine qui me donne envie de cuisiner. Donc ça, j'en suis très content. J'ai pas de plan de changer pour l'instant. Donc voilà, on verra. T'es dans quel quartier? Darlington. Ah, ok. Donc j'ai 10 minutes d'ici, de là où je travaille. À pied. C'est la station Redfern qui est une grosse station quand même. Qui qui a toutes les lignes, il me semble, qui passent, toutes les lignes de train. Et puis de l'autre côté, j'ai le centre commercial. Donc il y a le cinéma, il y a les courses, plusieurs supermarchés. Il y a ma salle de sport qui est à cet endroit-là aussi, qui a 5 minutes.
bien tassé, je veux dire 5 minutes maximum, quoi. Voilà, 3-4 minutes, limite j'y suis, quoi. Donc c'est très bien placé, c'est pas trop cher, donc ça me... On te remercie. Bah, avec plaisir.